Bonjour à tous. Nous avons quelques participants qui se joignent à nous. Nous laissons entrer tous les participants à la rencontre. Je crois que nous avons environ 65 personnes qui se sont inscrites. Donc, on espère que que tout le monde va se joindre à nous. On va laisser quelques minutes aux gens de se joindre à nous et on va passer la parole à Lainey Eldon pour commencer. On voudrait juste inviter Lainey Eldon Bernard d'ouvrir la session pour nous de la bonne façon, une prière d'ouverture et des conseils que vous voulez nous offrir aujourd'hui, Lainey, à vous. On va juste vous demander d'enlever la sourdine, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Donc, je vais prononcer la prière dans ma langue, dans la langue Wolastoqey de l'Est du Nouveau-Brunswick. La prière s'appelle Blaswell. Je vais le prononcer dans ma langue et aussi en anglais par la suite. Donc, nous sommes, nous remercions le bon Dieu pour la vie, pour tout, pour l'eau. Merci pour le gazon, pour le gazon arrosé, pour la nourriture, pour que nos enfants puissent grandir en santé, pour la médecine, pour que nous puissions nous guérir, pour les forêts, les arbres, les conifères, merci pour les animaux qui nettoient les bois. Merci pour les oiseaux, leurs chansons qui sont belles. Merci pour le vent, pour que nous puissions respirer. Merci pour le tonnerre qui amène la pluie, pour que puisse pousser. Merci pour le soleil qui nous amène la lumière et nous réchauffe. Merci pour la lune qui allume la nuit, qui illumine la nuit. Merci pour les étoiles. Merci pour la terre et pour tout ce que merci la terre, pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est tout. Merci à tous. Ayez une bonne réunion. Merci, Elder Eldon. Je suis très heureuse de recevoir d'informations, des conseils que vous voulez nous offrir tout le long de la session. Soyez à l'aise de parler quand vous voulez. Bonjour à tous. Bienvenue au troisième webinaire sur l'évaluation d'impact organisé par le secteur de l'environnement de l'APN. Durant cette session, nous allons parler des exigences pour les évaluations d'impact sur les terres domaniales et cela inclut les réserves ainsi que ceux qui sont gérés par Parc Canada et d'autres endroits protégés et aussi les propositions de l'Agence canadienne sur l'évaluation d'impact pour exempter certains territoires de ces exigences. Donc, moi, je vous parle de territoire non cédé, Algonquin, Anishinaabe, au centre-ville d'Ottawa, au bureau de l'APN. J'aimerais aussi reconnaître pour les participants et nos homologues fédéraux
Euh, le décès de la grande chef Cathy Merrick au Manitoba. Il y a des gens, on comprend très bien qu'il y a des gens qui participent à des événements pour préparer les funérailles et des rassemblements qui sont pas parmi nous à cause de ça. Mais on continuera avec la rencontre aujourd'hui, mais on comprend qu'il y a des gens qui sont préoccupés par d'autres choses, mais on va enregistrer, on va pouvoir partager cette session avec eux par après, ainsi que d'autres qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Donc, je voudrais juste reconnaître la grande chef et tout le travail qu'elle a fait pour militer pour son peuple et pour sa communauté. Donc, la session est enregistrée, comme j'ai mentionné, et nous enregistrons pour pouvoir prendre des notes. Nous avons pu travailler avec notre équipe de TI pour que les enregistrements puissent être disponibles à ceux qui n'ont pas pu participer ou assister au webinaire. Quand nous avons des sessions en privé, ce ne sont pas inclus dans les enregistrements. Donc, dans les deux dernières sessions, nous avons mis à jour les invitations dans les calendriers avec l'enregistrement. Donc, ces enregistrements sont accessibles à vous. Nous avons aussi le service de sous-titrage. Donc, si vous voulez l'utiliser, les liens sont dans la boîte de clavardage. Merci à nos coéquipiers en TI des sous-titreurs d'être parmi nous. Nous avons aussi un service d'interprétation disponible. Les présentations se tiendront en anglais, mais s'il y a quelqu'un qui aimerait les écouter en français, vous pouvez aller en bas de l'écran et choisir la langue, choisir le français si vous voulez écouter en français. Si vous parlez en français, vous pouvez choisir la traduction vers l'anglais aussi, l'interprétation vers l'anglais. Mais en général, ce serait bien d'écouter l'audio principal pour que vous puissiez entendre la langue dans laquelle la personne présente. Durant le webinaire, nous accepterons des questions de clarification. Nous aurons des sessions de questions et réponses. Si vous voulez lever vos mains ou mettre vos questions ou commentaires dans le clavardage, je vais animer cette partie-là de la réunion. Donc, moi, je vais relire ce qui est dans le clavardage pour l'enregistrement et aussi pour aider les interprètes. Et le dernier point d'organisation, c'est que les tableaux auxquels nous faisons référence sont disponibles sur notre micro-site qui a été organisé pour ce webinaire. Je vais vous mettre le lien à ce site-là dans le chat. Les présentations qui seront présentées aujourd'hui sont déjà disponibles sur ce site. Donc, avant qu'on se tourne ou on passe la parole aux homologues des agents de l'Agence et ou de Services autochtones Canada, je voudrais juste revoir un peu l'objectif de ce webinaire et ce qu'on aimerait entendre de la part des homologues fédéraux, mais aussi des participants. L'APN a le mandat de plusieurs résolutions que je vais partager dans le chat de partager l'information avec les Premières Nations sur les propositions faites par l'Agence de l'évaluation d'impact, que ce soit pour les changements au règlement, à la loi, à la politique, puis aussi de faire appel au gouvernement de développer, que tous ces changements soient faits en partenariat avec les Premières Nations. Une des façons que nous accomplissons ceci, c'est à travers ces webinaires pour partager l'information sur les changements proposés avec les participants des Premières Nations. Et l'APN est aussi positionné pour faire des soumissions techniques sur deux documents de discussion sur deux sujets particuliers, mais aussi pour une publication dans la Gazette du Canada. Donc, nous pouvons recueillir les recommandations des participants et de les soumettre. Et nous pouvons aussi animer d'autres conversations entre les participants du webinaire et nos homologues fédéraux comme par la suite de ces réunions. Donc, je vais juste inclure les liens aux résolutions dans le chat.
Mais je pense qu'on peut commencer avec le matériel qu'on aimerait partager aujourd'hui. Nous savons que de la part de l'agence qu'ils aimeraient faire des changements à l'arrêté d'exclusion désignant des catégories de projets. Euh, il y a une ébauche de règlement qui a été publiée dans la Gazette du Canada 1 pour votre rétroaction. Mais une chose qu'on aurait aimé, on veut faire, c'est qu'on offre un historique et un survol de quelles sont les exigences pour les désignations des catégories des projets sur les terres domaniales et les terres protégées. Non, donc, on a invité des collègues de SAC pour partager un peu cette information de fond et pour les exigences relatives à un territoire domanial, des exemples de projets sur les réserves et quelles sont les propositions, qu'est-ce que les changements vont vouloir, quel sera l'impact pour les Premières Nations. Donc, si on regarde l'ordre du jour pour aujourd'hui, on passera la parole à l'agence et les représentants de SAC. On a Kevin Blair de l'Agence canadienne de l'évaluation d'impact qui va présenter ses collègues. Ils vont nous faire une présentation et tout le long de la présentation, si vous avez des questions, soyez à l'aise de lever la main ou de les indiquer dans le chat et je vais les lire pour vous. Je vais demander au présentateur d'arrêter à la fin de chaque diapo pour assurer que s'il y a quelqu'un qui a une question, il ou elle a eu la chance de la poser, nous, on va essayer de. C'est bien correct si on passe la plupart du temps que nous avons aujourd'hui ensemble pour passer à travers cette présentation, parce que je crois que c'est très important pour que les participants des Premières Nations aient cette information de fond quand nous parlons de changement potentiel. Si nous avons le temps, on peut passer à une session privée. Je pourrais animer une discussion sur les recommandations que les gens pourraient avoir, mais en général, on va voir comment ça se passe et voir par après jusqu'à quel point les gens sont engagés par la présentation. Donc, je passe la parole à Kevin. Je vous laisse la parole de vous présenter et vous avez une collègue qui va partager son écran et la présentation. Donc, merci beaucoup, Andrea. Donc, oui, donc je m'appelle Kevin Lawyer. Je suis un gestionnaire à l'Agence canadienne de l'évaluation d'impact dans la division des règlements. Euh, Avant de le passer aux collègues de SAC, je voudrais noter que ma directrice, Sarah Jackson, est avec nous et Melissa Mueller, qui travaille aussi sur cette initiative, est avec nous. Et merci beaucoup de partager, Yasmine, de partager les diapos. Anna, est-ce que je peux vous passer la parole pour présenter vos collègues de SAC? Oui, oui, bien sûr. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je m'appelle Anna Kessler. Je suis la gestionnaire pour l'évaluation d'impact et l'évaluation environnementale à SAC. Dans la direction de l'environnement, c'est une équipe qui est au siège social. Nous appuyons nos collègues régionaux, des agents d'environnement qui travaillent avec les Premières Nations dans l'évaluation des projets sur les réserves. Donc, nous essayons de rendre leur vie plus facile et efficace et d'amener une valeur ajoutée aux projets qui sont proposés. J'ai ma collègue Yasmine qui va présenter pour nous et nous avons aussi une collègue régionale, Jennifer. Je vais les passer la parole pour qu'elle se présente. Bonjour, je m'appelle Yasmine. Comme on a mentionné, je suis une analyste dans son équipe. Je vais parler, je vais présenter les diapos du SAC, comment nous voyons l'arrêté ministériel, fournir autant d'informations qu'on peut,
pour offrir plus de contexte. Comme vous avez mentionné, on a aussi notre collègue régional de la région de l'Atlantique, Jennifer, qui participe. Oui, bonjour, je suis Jennifer Burley, je suis la chef d'équipe en environnement dans la région de l'Atlantique. Donc, j'appuie Yasmine et Anna aujourd'hui pour ce webinaire. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde de nous avoir accueillis aujourd'hui pour qu'on puisse parler de notre initiative pour la modification de l'arrêté désignant les catégories de projets. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que les changements à l'arrêté, ce sera vraiment sur ça qu'on va se concentrer, mais ça touche plusieurs exigences dans la LEI, dans les terres domaniales et protégées au Canada. Avant de commencer, nous allons décrire, comme Andrew a mentionné, quelles sont les exigences sous l'acte de la loi sur l'évaluation des impacts sur les terres domaniales. La plupart des gens, ils sont pas au courant nécessairement, à part ceux qui travaillent dans ce domaine. C'est un peu une surprise pour ceux qui travaillent pas dans ce monde-là. Donc, on veut s'assurer que vous ayez le contexte pour que, avant de parler des amendements que nous proposons. Donc, c'est vraiment super que nous ayons SAC, les collègues de SAC parmi nous qui travaillent là-dedans tous les jours. Donc, on va passer au prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, juste pour dire que quand vous pensez à la LEI, vous pensez à des grands projets désignés qui doivent passer à travers une évaluation d'impact qui est menée par un panel à l'agence. Vous n'êtes pas seul si vous pensez que c'est juste ça. La plupart du temps, c'est à ça que les gens pensent quand on parle de la LEI. Et la plupart de la LEI gère ça. Mais pour le temps qu'on passe aujourd'hui, je vous demande d'oublier temporairement des gros projets désignés et le processus de l'évaluation d'impact parce que aujourd'hui, nous allons parler d'un élément complètement séparé de la loi. Ça fait affaire avec des projets sur les territoires domaniales. On va parler de ça et seulement des projets non désignés sur ces territoires. Il y a rien, c'est pas des projets qui sont sur la liste des projets. Vous avez eu une présentation là-dessus il y a quelques jours. Donc, aucun des projets sur cette liste sont captés par le processus que nous allons discuter aujourd'hui. C'est parce que ce sont les projets qui exigent un processus complet d'évaluation d'impact. L'autre partie de la loi que nous allons discuter, comme nous disons, ce sont les articles 81 à 91. Je dis souvent articles qui définissent les conditions à remplir pour déterminer si des projets non désignés sur les territoires domaniaux et à l'étranger sont susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement. Donc, pour vous, donc, si on peut commencer, si on fait un peu la division des choses, on va parler un peu de quelles sont les terres de la couronne. Donc, les terres, donc ça inclut les réserves des Premières Nations, les parcs nationaux, les zones protégées, les réserves nationales de faune, des terrains de la défense nationale et des terres gérées par des autorités extra-côtières et la plupart des autorités portuaires et aéroportuaires. Donc, ce sont les entités fédérales qui sont responsables pour la mise en œuvre de ces parties-là de la loi qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, on va passer à la... Oh, Andrea, vous vouliez que j'arrête à chaque diapo. Est-ce que je passe peut-être à travers la prochaine diapo pour offrir un peu plus de contexte, juste pour faire une introduction, puis après ça, on pourrait s'arrêter là? Oui, c'est parfait, merci. Donc, étant donné que ces exigences touchent à des projets sur un territoire domanial, les exigences visent à garantir que le gouvernement fédéral prenne en compte les effets environnementaux des projets
réalisé sur des terres relevant de la compétence fédérale. Donc, l'exigence tombe sur le gouvernement fédéral sur les projets qui ont lieu sur des territoires domaniales. Donc, ces dispositions s'appliquent aux autorités fédérales, y compris les agences et ministères fédéraux, les sociétés d'État, des autorités portuaires et et aéroportuaires. Donc, c'est important de noter que les exigences ne tombent pas au gouvernement du Yukon, des territoires du nord-ouest du Nunavut ou à un conseil de bande au, et les exigences ne tombent pas au conseil de bande au sens de la loi sur les Indiens. C'est un gouvernement, un ministère fédéral ou une entité fédérale qui a cette obligation. Donc, ces obligations s'appliquent lorsque les autorités euh, sont le, le promoteur du projet et cherchent à le réaliser. Donc, s'ils fournissent une aide financière afin de permettre la réalisation du projet ou en tout ou en partie, s'ils doivent offrir un permis ou une autorisation pour qu'un projet sur un territoire domanial puisse aller de l'avant. Donc, les obligations s'appliquent. On va en parler à la prochaine diapo. Euh, dans un cas où une Première Nation entreprend un projet sur la réserve, l'évaluation des effets environnementaux serait exigée si le gouvernement fédéral finance le projet ou si le gouvernement fédéral délivre un permis. Donc, c'est là où ce processus pourrait s'appliquer à un projet qui est entrepris par une Première Nation. Et donc, sur les territoires, Service autochtone Canada est généralement l'autorité responsable de l'examen des projets dans les réserves des Premières Nations. Mais il y a d'autres autorités qui pourraient être impliquées. Donc, s'ils doivent délivrer un permis, peut-être sous les pêches et océans. Donc, il pourrait avoir plus qu'une autorité qui a des obligations sous la loi de l'évaluation d'impact pour le même projet. Donc là, hein, on passer à la prochaine diapo. Donc, je suis heureux d'attendre, voir s'il y a des questions. Merci, bonne idée. S'il y a quelqu'un qui a une question, si vous avez des questions de clarification, on va juste arrêter 2 secondes. Si vous pouvez lever vos mains ou mettre vos questions en commentaire dans le clavardage et je pourrai les relire. Donc, étant donné que je n'en vois pas, je pense que nous pouvons continuer. Donc, ce que je vais faire, Andrea, c'est que soyez à l'aise de m'interrompre quand vous voulez. Je vais essayer d'arrêter à chaque diapo, mais si vous voulez que je prenne une plus longue pause, on peut faire ça aussi. Donc là, à cette diapo, donc on part avec le petit diagramme. Donc, quelles sont les exigences relatives à un territoire domanial? Donc, quelles sont les exigences en matière? Donc, sur l'article 80-82, ça vous dit l'article fait quoi. Donc, ces articles établissent les exigences principales pour que les facteurs qui doivent être pris en compte dans la détermination. Donc, l'autorité ne peut pas aller de l'avant avec un processus avant qu'ils aient examiné le potentiel faire des effets néfastes environnementaux. Donc, l'article 84 énonce les facteurs qui doivent être pris en compte dans la détermination. Donc, vous les voyez à la droite de l'écran. Donc, un effet sur les droits des Autochtones doit considérer les savoirs autochtones, connaissance de la communauté, les commentaires du public et des mesures d'atténuation qui sont nécessaires pour considérer pour des effets possibles néfastes environnementaux. Ce sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Donc, l'article 86 crée des exigences relatives à la participation du public à la publication d'avis publics dans le registre. Donc, dans le registre de l'évaluation d'impact canadien, avant de faire une détermination, ils doivent créer
établir leur processus, indiquer leur intention et ils doivent offrir la chance au public et aux Autochtones de commenter sur leur détermination. Après au moins 30 jours, ils peuvent attendre plus long, c'est 30 jours le minimum. Donc là, ils doivent afficher un avis de détermination pour les mesures pour mitiger les effets néfastes. Il y a certaines mesures sont très petites, donc peut-être que le temps entre les deux avis est très court, entre 30 et 60 jours, mais ça peut être beaucoup plus long aussi parce qu'une autorité a besoin de prendre le temps pour évaluer les effets environnementaux sur les droits des Autochtones, entendre les commentaires du public et pouvoir faire prendre leur décision ou déterminer ce qu'ils doivent faire. Donc, il faut noter que les autorités ont le droit de déterminer quel serait leur propre processus pour évaluer les effets sur l'environnement. Donc, l'agence n'est pas responsable pour le processus, mais nous fournissons de l'information, des meilleures pratiques sur le processus et l'agence est aussi gère le registre où les avis sont affichés. Sur la prochaine diapo, on va vous montrer un peu le registre, voilà. Donc, c'est une capture d'écran du registre où les autorités doivent publier leurs informations. C'est le même registre pour ceux qui ont regardé ça sur les projets désignés, qui sont participés à ces projets-là. C'est le même registre. Vous pouvez voir les projets à cet endroit-là, les projets sur Terre fédérale. Donc, c'est là que les avis vont être publiés. C'est une ressource utile pour voir quels projets sont en cours dans les communautés, pour identifier les points de contact avec l'autorité qui mène le projet. On peut communiquer avec cette personne-là pour obtenir de l'information, pour avoir, si vous avez des questions, des commentaires ou des inquiétudes sur un projet. Donc, sur la gauche, c'est ça, une capture d'écran, pardon. À droite, on retrouve quelques exemples de types de projets qui sont en cours sur les terres fédérales et qui se trouvent sur le registre aussi. Donc, il y a un développement de logement qui est un ensemble d'habitations pour l'installation de fosses septiques, construction de routes d'accès, notamment. C'est le genre de projet typique qui peut se produire sur les terres fédérales où où les exigences de l'évaluation d'impact peuvent être nécessaires. On a aussi les tours de télécommunication. Donc, on a ici, entre autres, des communications de 120 pieds de haut, où j'aurais noté SAC était l'autorité pour ce premier projet-là. Et on a Innovation, Sciences et Développement économique Canada qui sont l'autorité pour ce deuxième exemple-là. Le troisième, c'est un système d'eau, un système de traitement et de distribution de l'eau. Ça qui était aussi l'autorité de ce projet-là. Il y a vraiment une large gamme de projets qui peuvent se produire sur les terres fédérales et la plupart d'entre eux nécessiteraient le besoin de mener une évaluation d'impact sur les effets négatifs sur l'environnement, pardon. Oui, donc, petit rappel, dans tous ces cas-là, l'autorité a besoin de passer par le processus d'évaluation puisqu'ils sont sur des terres fédérales. Ils ont un projet physique où ils construisent quelque chose et le gouvernement fédéral a une décision à prendre, que ce soit pour le financement ou à d'autres sujets connexes. Ensuite, rapidement, sur la prochaine diapo, juste pour vous donner une idée
de combien de projets peuvent se produire. Donc, on a environ 1000 projets par année sur les territoires fédéraux qui nécessitent, qui font l'objet d'une décision. Environ 1000 par année. La plupart de ces projets-là concernent les bâtiments, les propriétés, les ponts, la gestion d'eau et une grande variété de types autres. Donc, des stationnements, des jardins, des quais, des câbles, des tours de télécommunications, etc. Il y a aussi environ 5 autorités responsables pour environ 3 quarts des processus de détermination. Donc, Service autochtone Canada, environ 25% des projets, environ le quart. Pêche et Océan Canada, Parc Canada, Ministère de la Défense et Transport Canada. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à Sac, probablement à Yasmine, pour parler des prochaines diapos avant qu'on parle l'exclusion ministérielle qui est le sujet principal. Avant de passer à ça, merci beaucoup, c'est parfait. Je vois qu'il y a 5 autorités responsables, 75% des processus de détermination. Je ne sais pas si c'est dans ce PowerPoint-là, mais je sais qu'à un moment donné, on en a parlé qu'il y avait différentes autorités fédérales. Donc, combien d'autorités parlent de l'effet négatif sur l'environnement? Je me demandais si vous pouviez parler de la gamme des autorités fédérales qui font partie de la détermination sur l'environnement en général. C'est aussi une question pour SAC, pour savoir s'il y a une raison pourquoi SAC prend une si grosse partie de la détermination sur l'environnement, parce que c'est une statistique intéressante que 25% de cette analyse-là est faite par Service autochtone Canada. Donc, je vous demanderais peut-être de parler un peu de ça. Il y a aussi une question dans le clavardage que je pourrais vous lire par la suite. Oui, merci. Donc, il y a plus de 70 autorités qui, que c'est déterminé par la loi, bien sûr, qui déterminent quelles entités sont considérées comme étant des autorités. Donc, lorsqu'on examine tout ça, il y en a un petit peu plus que 70 entités, beaucoup de sociétés d'État, beaucoup de ministères qui tombent dans cette catégorie-là. Pour ce qui est du nombre de gens qui ont vraiment euh, un pouvoir là-dedans, je n'ai pas de réponse précise, mais en regardant dans le registre, on peut voir ces 5 principales-là. Je dirais ensuite qu'il y en a peut-être 25 ou 30 de plus qui publient fréquemment sur le site web, sans dire qu'il n'y en a pas d'autres qui le font de temps en temps aussi. Donc, j'imagine que tout dépendant comment on regarde ça, ça peut soit être très peu ou beaucoup. Donc, il y a quand même plusieurs autorités qui ont des obligations à cet effet-là et qui mènent ces évaluations-là régulièrement. Donc, je peux bien sûr passer la parole à Sac pour parler de pourquoi ils croient qu'ils sont si souvent une autorité, mais j'imagine que un des facteurs pourrait être le secteur, le nombre de Premières Nations, de réserves, le nombre de territoires et le nombre de projets qui se passent sur ces territoires-là. Et Service autochtone Canada et le gestionnaire des territoires pour tous ces territoires-là, ils ont souvent des obligations en lien avec ça. Donc, je ne sais pas si ça veut ajouter quelque chose. Oui, Kevin a bien raison. Le nombre de territoires de réserve à travers le pays et le nombre d'activités sur les territoires des réserves, on est beaucoup plus impliqué que les autres autorités fédérales, mais puisqu'on a beaucoup de programmes de financement où les Premières Nations peuvent appliquer lorsqu'ils créent des projets, c'est une autre raison pourquoi on est on a aussi souvent
impliqués comme autorité responsable pour les territoires, les projets de territoire, pardon. Merci. Oui, donc il y a deux questions dans le clavardage. Je vais lire la première, puis on passera ensuite à la deuxième. Je crois que c'est Rosanne. Est-ce que, est-ce que le, l'énergie nucléaire, Atomic Energy Canada est inclus? J'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Euh, Kevin ou les gens de SAC, avez-vous de l'information par rapport à ça? Oui. Donc, Atomic Energy Canada Limited est une autorité qui a des obligations pour faire de la détermination pour les territoires fédéraux lorsqu'ils sont impliqués. Oui, juste pour ajouter aussi, si jamais ça peut être utile, lorsque vous regardez ces projets-là dans le registre, et c'est une entente avec CNL. Donc, vous pourriez voir leur nom apparaître sur des projets qui, ultimement, où Atomic Energy Canada a besoin de prendre une décision. C'est eux qui ont l'obligation, juste une petite note. Mais oui, ils sont une autorité, en effet. Donc, c'est une entité qui aurait une autorité. Merci, oui. Une autre question. Quel est le rôle ou quel rôle jouent les comités dans la détermination? Oui, merci pour la question. Je me demande si on pouvait. Je crois que SAC, les prochaines diapos de SAC couvrent ce sujet-là. Donc peut-être qu'on pourrait la mettre de côté et y revenir plus tard une fois que cette information-là sera affichée. Oui, bonne idée. Il y a une autre question dans le chat qui est un peu dans le même sujet. Comment est-ce que vous vous engagez auprès des communautés autochtones dans les cas où il pourrait y avoir de la de la doublementation? Je crois qu'on va laisser ça répondre à ces deux questions-là, puisque c'est eux qui vont parler des prochaines diapos. Merci. Oui, bien sûr. Nos quelques prochaines diapos vont, j'espère, adresser ces questions-là, et sinon, on pourra bien sûr répondre aux questions par la suite. Je vais Oui, bon. On parle de, même si on parle de l'article 81, on parle souvent de l'article 82. Donc, notre détermination d'article 82, on appelle ça le processus d'examen environnemental. Ce processus-là a été établi en 2013-2014 en collaboration avec les Premières Nations et les communautés autochtones lorsque la une fois que ça a été fait, on a mis à jour la façon de faire. J'aimerais aussi mentionner qu'on est dans une phase de réforme, mais l'intention est d'améliorer le processus autochtone, complet à l'interne, mais aussi à l'externe pour faire en sorte que le processus soit plus efficace et plus convivial pour les Premières Nations et pour mieux développer les projets. Donc, on appelle ça on appelle le processus d'examen environnemental ERP. Le ERP est créé pour être un outil de planification de projet pour garder en tête les effets négatifs sur l'environnement et sur l'état dans les communautés. SAC est responsable d'examiner les effets sur l'environnement avant d'autoriser du financement pour les projets qui sont en lien avec la Terre. La façon dont on pourrait s'impliquer dans un projet, c'est si on offre du financement à travers un programme de financement, par exemple, ou si on émet un permis. C'est comme ça qu'on est impliqué. L'ERP et son but principal est d'appuyer vraiment
qui pourraient avoir un effet négatif sur l'environnement. Le processus, en général, notre processus est en 5 étapes, déterminer le processus d'examen environnemental, puis on identifie le niveau d'examen environnemental, on analyse les effets environnementaux, ensuite on considère les facteurs, puis on prend une décision et on met en œuvre le projet. Pour commencer le processus, le demandeur, on demande de faire les sections 1 et 2 du formulaire d'évaluation pour que le bureau régional de SAC puisse le le faire. Puis le projet sera ensuite, on vérifiera si le projet doit être examiné par SAC et est-ce qu'on appuie le projet d'une façon ou d'une autre. Et si c'est le cas, est-ce qu'il peut être exempté? Sinon, on essaie de voir les effets négatifs potentiels, puis on essaie de voir comment on peut faire en sorte de mitiger ces effets négatifs-là que beaucoup des projets appuyés par SAC sont des projets qui auraient pas ou très peu des effets négligeables sur l'environnement qui pourraient être mitigés par des bonnes façons de faire, ou ils sont appuyés par un autre projet qui pourrait ensuite faire en sorte que ce soit pas nécessaire de le faire. La plupart des projets appuyés par SAC utilisent une infrastructure communautaires comme routes, ponts, l'approvisionnement, traitement des eaux usées, les écoles, centres de santé, bureaux de banque, bâtiments de services à la famille et à l'enfance. On inclut aussi les projets de développement économique, comme les stations-service, les centres d'affaires, les parcs commerciaux. On remarque aussi une augmentation des projets d'énergie renouvelable, comme les parcs éoliens et solaires. Je vais laisser ça comme ça. Je vais juste laisser tout le monde savoir que nous avons des liens dans la diapo qui vont vous amener au formulaire ou à notre page web si vous voulez plus d'informations sur le processus en général. La page web a notre guide des demandeurs qui souligne vraiment la façon de faire, comment on mène nos affaires pour chaque étape et comment le demandeur autochtone peut être impliqué dans le processus. Donc, c'est très utile si vous voulez aller regarder ça après, pour en lire plus une fois la conférence terminée. Donc, vous pouvez regarder le formulaire aussi. J'ai aussi mentionné au début, mais on est dans le processus de reformer le RP et pour essayer de voir comment on peut l'améliorer tant à l'interne qu'à l'externe. Et on est aussi en train d'essayer de voir comment on, on peut améliorer la collaboration avec les autres entités qui peuvent être impliquées dans les projets comme si un projet est financé par un autre programme, mais que ça est toujours inclus, les deux, les deux ministères viendraient à collaborer pour, euh, puis on essaierait de voir comment on pourrait faire ça de façon plus efficace. Donc, dans le formulaire, si le demandeur le sait, il pourrait le noter dans le formulaire, mais à l'interne, on va vérifier si le projet va impliquer un autre ministère. Idéalement, très tôt dans le processus pour éviter des retards. Et je voulais rajouter aussi que dans une situation où le SAC n'est pas impliqué et qui n'est pas obligé de, de, de mener une analyse, mais dans ces cas-là, alors, c'est un service qu'on peut offrir aux personnes, aux peuples autochtones si jamais ils en font la demande, même si on n'était pas censé être impliqué au départ. J'ai laissé la porte ouverte aux questions. Merci Yasmine. Merci pour la note que SAC est dans le processus d'évaluer le ERP en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont de l'expérience là-dedans, dans le processus de ERP de SAC, pour mettre des recommandations? Est-ce qu'il y a une façon de le faire, de vous envoyer des recommandations, des commentaires? S'il y a des questions, des recommandations maintenant, nos coordonnées sont à la fin de la présentation. Et vous pouvez aussi nous communiquer avec nous au bureau général. L'adresse courriel est inclus aussi. Vous pouvez aussi communiquer directement avec le bureau régional d'environnement si vous avez des questions pour des projets spécifiques que je ne pourrais pas répondre, mais pour
au niveau de la politique ou du processus plus général, communiquez avec le bureau, le bureau principal et on pourra vous aider et répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je pense que la prochaine diapo est plus un tableau en lien avec l'ERP, mais je vous demanderais peut-être de passer tout de suite à la diapo sur l'implication des Premières Nations dans le processus pour parler des questions qui sont dans le chat. Donc, parce qu'on veut être certain qu'on puisse répondre aux questions que les gens posent. Je vais juste demander de passer à la prochaine diapo, la participation des Premières Nations au PEE, qui est le ERP. Donc, quel rôle les Premières Nations jouent-ils dans la détermination? J'interprète cette question comme voulant dire tant du côté de processus au PE de SAC, sur les terres, sur les réserves elles-mêmes, mais aussi sur les façons dont les Premières Nations sont consultées s'il y a un examen une détermination d'effet négatif sur l'environnement qui est fait autre comme par Parc Canada, qui pourrait avoir un impact potentiel sur les Premières Nations locales. Donc, peut-être si vous pouviez parler de ces deux contextes-là, si vous le pouvez. Oui, bien sûr. Donc, quel rôle les Premières Nations, une partie de notre processus d'examen est d'assurer que les Premières Nations ne sont pas impactées négativement. On va vraiment voir les communautés et on va recueillir de l'information qui nous est fournie pour s'assurer que les communautés et que leur situation socio-économique et leur santé ne sont pas négativement affectées. On a aussi des sections qui sont euh, précisément affectées pour voir s'il y a des effets négatifs. Dans les cas où il y a déjà de l'information qui est recueillie, donc c'est dans nos formulaires, c'est de l'information qu'on demande, mais le spécialiste de l'environnement va vraiment vérifier et faire un effort pour recueillir cette information-là autre que dans le formulaire aussi. Jennifer, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ça d'une expérience régionale? Mais c'est sur la façon principale qu'on travaille avec les communautés pour assurer que que les projets n'ont pas trop d'effets négatifs. Pardon, allez-y. Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Je sais que dans l'Atlantique, nos projets sont très petits pour les infrastructures des communautés. Donc, souvent, ça pourrait faire partie du plan de la communauté ou d'un nouveau plan. Donc, on regarde ceux-là, puis on est vraiment, on met en œuvre ces plans-là, puis on essaie de voir les effets négatifs potentiels sur l'environnement. Mais c'est surtout c'est surtout cette façon-là qu'on s'engage auprès des communautés pour obtenir ces informations-là. Merci. Peut-être juste lire la deuxième question aussi. Puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever vos mains ou à les écrire dans le chat. Cette deuxième question-là était sur les domaines qui se supplantent l'un l'autre. Par exemple, s'il y a des réclamations qui se overlappent, qu'il y a du chevauchement entre les différents éléments. Sur, ou s'il y a une détermination qui est sur l'environnement, que ce soit sur réserve ou non, comment est-ce que SAC s'engage avec ces Premières Nations-là dans les cas où il y a du chevauchement de, de, de domaine? La plupart de nos projets sont très petits, donc c'est très rare qu'il y aura des effets autres à l'extérieur des territoires des réserves eux-mêmes ou dans d'autres juridictions. Mais dans les cas où ça pourrait se produire, on consulte et on discute avec les communautés qui pourraient être affectées par ces projets-là, qui sont au-delà de la portée initiale. C'est euh, c'est notre devoir de tenir compte de tout ça dans ces projets-là. C'est le même processus, mais d'une plus grande portée.
et la période de consultation prendra un peu plus de temps, naturellement, pour, pour communiquer avec tout le monde et s'assurer qu'il y aura pas d'effet négatif sur personne. Comme je disais, c'est surtout des projets plus petits. Je crois que c'est en Colombie-Britannique qu'on voit plus souvent des projets de plus grande envergure qui deviennent de plus en plus populaires. Mais c'est en effet un élément qu'on garde en tête, là. On consulte et on parle à tout le monde pour dans les communautés qui pourraient être affectées euh, au-delà des limites. Si je pouvais ajouter un petit quelque chose pour le processus d'évaluation d'environnement, euh, le- le- sur les endroits où ça pourrait être affecté, on, on se tourne vers quelle communauté pour avoir une réclamation sur les endroits où les projets pourraient se produire. Je crois que c'est une occasion de partager les inquiétudes aux effets négatifs potentiels quand il y a plusieurs ministères impliqués sur réserve. On essaie de se coordonner avec les autres entités pour s'assurer qu'on va pas piler dans les plates-bandes des autres et qu'il n'y ait pas une trop grande consultation dans les cas où ça va au-delà des terres fédérales et que SAC n'est pas automatiquement impliqué. D'autres ministères viennent nous parler pour avoir nos conseils, puisqu'on est plus experts là-dedans. Puis on pourrait les aider à réaliser les effets potentiels sur les communautés autochtones lorsqu'il y a des contacts. Notre but, c'est de s'assurer que ces autorités-là puissent communiquer avec nous ou avec hmm, peut-être on n'aura pas nécessairement d'évaluation à mener, mais on peut quand même servir de ressource pour les autres ministères dans ces cas-là. Merci beaucoup. Une autre question dans le chat. À quel point est-ce que dans le processus, est-ce que l'équipe tient compte des, des lois et des permis appliqués, émis par les Premières Nations elles-mêmes? C'est quelque chose qu'on considère au tout début du projet, lorsque l'information est recueillie. On demande, on le demande s'il y a d'autres permis ou d'autorités impliquées comme dans le cas de la loi sur les pêches. Mais on demande aussi s'il y a des permis autochtones, de la réglementation sur les permis autochtones qui sont liés à ces territoires-là. C'est quelque chose qu'on demande, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on voit plus souvent euh, et lorsqu'on voit ça. C'est dans ces cas-là qu'on vérifie. Je veux juste ajouter comme un petit suivi aussi, qu'est-ce qui se passe s'il y a si ces Premières Nations-là ont ont appliqué leur propre loi ou leur propre permis pour leur terre de réserve, qu'est-ce qui se passe avec le processus du PE de SAC et comment est-ce que les lois des Premières Nations sont appliquées et respectées? Habituellement, dans ces cas-là, on est impliqué pour une raison de financement, pas nécessairement à cause d'une autorisation d'un permis, parce que c'est plus souvent quelque chose qui est lié aux Premières Nations elles-mêmes. Dans ces cas-là, on est toujours obligé de faire une détermination d'article 82, mais si la Première Nation a leur propre processus, on, on respecterait le leur tout en maintenant le nôtre et nos responsabilités en vertu de la loi. Dans ces cas-là, les Autochtones engagerait un consultant et on travaillerait avec ce consultant-là pour s'assurer que toutes nos responsabilités sont faites, mais de façon que ça réponde quand même au, au contrat du consultant et que tout le travail de tout le monde soit fait. Mais on travaille vraiment avec les communautés dans ces cas-là. On travaille plus avec eux dans des situations comme ça avec eux et avec leurs consultants lorsque c'est un cas comme celui-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos du PE de SAC, parce que je crois que la prochaine portion de la présentation va se concentrer sur le,
sur l'arrêté d'exclusion ministérielle. Je pense que c'est une occasion d'offrir de la rétroaction, des commentaires à propos du processus d'évaluation d'impact de SAC. Donc, je vais laisser quelques minutes aux gens si vous voulez lever votre main et poser vos questions à ce sujet-là. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. C'est bien, pas de problème. Je vais vous offrir l'occasion. Yasmine, je crois que tu avais mentionné que tes coordonnées sont à la fin de la présentation. Donc, si vous voulez communiquer avec vos rétroactions, vos recommandations à propos du processus OPE de SAC, je crois que vous pouvez le faire en écrivant à cette adresse-là. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui empêche un parti impliqué d'utiliser ce processus-là après que- peut-être qu'Anna pourrait répondre à cette Peut-être question-là. qu'Anna peut nous parler, Ce n'est pas quelque chose répondre à la que j'ai question. rencontré Moi, moi-même. j'ai pas Ou Jennifer, vraiment peut-être, géré si ça lui est cette arrivé, si elle question en a eu auparavant. Peut-être que l'expérience. Jennifer a une réponse aussi. Euh, J'apprécie beaucoup votre patience. J'essaie de gérer la Bien question digérer pour la être sûr que je question, pour réponds de la bien bonne répondre. façon. Andrea, est-ce que Andrea, tu pourrais peux-tu... demander si on pourrait fournir un peu plus de contexte? Ça nous aiderait beaucoup pour qu'on puisse bien répondre à leurs inquiétudes. Michael, pourrez-vous, est-ce que serez-vous à l'aise de parler? Est-ce qu'il y a une situation particulière que vous vouliez partager? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Merci. C'est tellement difficile de rassembler toutes les idées. Pour bien poser une question, on tape rapidement à l'ordinateur. Je me demandais, je note, je regarde l'information sur l'écran et, que je vois que particulièrement dans toute situation, on retourne vers un processus PEE, ce qui est bien normal pour assurer que toutes les responsabilités sont bien gérées. Mais ça a soulevé pour moi l'idée que si quelqu'un n'est pas heureux du processus, du résultat d'un processus ou une décision, est-ce qu'il pourrait retourner vers SAC pour essayer d'impliquer le processus, entreprendre le processus du SAC comme un processus d'appel pour essayer de modifier la première décision qui a été faite? Est-ce que vous avez bien compris? Oui, oui, je comprends d'où vient votre inquiétude. Je pense que, étant donné qu'on voudrait pas vraiment entreprendre, dédoubler le processus, si on suivait le processus, le PEE, comme le processus pour bien informer notre détermination. Donc, si on peut, l'évaluation qui a été faite des effets néfastes, il n'y a pas vraiment de. Si on utilise ce processus, il n'y a pas vraiment un processus d'appel, mais nous avons quand même les facteurs qu'on doit considérer, qui doivent inclure les commentaires du public, connaissance de la communauté ou que les autres pourraient amener dans le processus. Donc, si nous avions reçu des commentaires qui n'étaient pas d'accord avec le contenu ou les conclusions, de l'évaluation, le PEE. Donc, ça serait notre responsabilité de bien les considérer et de bien documenter quels étaient le rationnel, l'explication pourquoi nous avons fait cette détermination-là. Mais ça s'appliquerait plus aux commentaires qui sont en appui au processus PE. Donc, il n'y a pas vraiment d'appel qui peut se faire. Je ne sais pas, Kevin, si vous avez, vous avez déjà eu à faire avec une situation comme celui-là dans d'autres ministères.
Non, je connais pas vraiment de situation spécifique qui pourrait où ça a été le cas, où ça s'est appliqué, mais j'imagine que ça pourrait dépendre sur si le PEE remplaçait, disons, de façon juridique, si ça remplaçait ou si ça voulait dire qu'il n'y avait pas eu besoin de faire une détermination sous la loi sur l'évaluation d'impact. Donc, le processus, l'autre processus n'existerait pas. Donc, je pense qu'il y a des cas où il y a eu parfois, peut-être pas dans le processus du SAC, mais dans d'autres cas où la Première Nation, le processus de la Première Nation euh, est entrepris, mais il y a quand même une obligation sous la LEI pour faire une évaluation des effets néfastes environnementaux. Donc, il pourrait être complémentaire ou ça pourrait être une opportunité supplémentaire pour indiquer quelles sont nos inquiétudes avec les effets environnementaux dans ce cas, mais ce n'est pas quelque chose que je connais ou que j'ai déjà vu dans mon expérience. Je suis désolé, j'ai commencé à parler, je parlais, mais j'étais en sourdine. Donc, j'ai parlé pendant quelques minutes. Je m'étais pas rendu compte. Je suis désolé. Donc, il y avait un autre commentaire dans le chat. Donc, est-ce qu'un processus remplacerait ou ferait juste informer le processus de l'autorité fédérale? Dans les situations où la Première Nation a son propre processus, donc ce serait le processus de base, non, on ne ferait pas notre processus séparément, on travaillerait avec eux dans leur processus et on utiliserait l'information qu'ils ont recueillie avec l'information que nous avons aussi pour bien informer les deux processus. Mais, mais nous voulons vraiment qu'il y ait le principe d'un projet, une évaluation, un examen, c'est plus efficace, ça se fait, ça se passe plus rapidement parce que des fois, ça empêche les retards qui peuvent coûter de l'argent. Donc, on veut quand même harmoniser les processus pour qu'ils s'alimentent entre eux. Merci. Et peut-être que je vais juste poser la question, hein, et je pense que la réponse, c'est que ça dépend de la situation, mais pour quelqu'un qui vit sur la réserve, proche d'un projet, et qui est potentiellement inquiété par les effets néfastes environnementaux de ce projet, que ce soit le conseil de bande ou quelqu'un d'autre, quel est le mécanisme pour recevoir un avis pour indiquer qu'il y a ce processus d'examen environnemental et qu'il y a une opportunité pour fournir des commentaires, que ce soit les connaissances autochtones sur les effets environnementaux potentiels ou même juste d'autres inquiétudes. Donc, dans des cas que Kevin a mentionné plus tôt, que nous affichons l'information sur les projets sur le registre, sauf si sont sur l'ordre d'exclusion. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de les afficher, mais s'ils ne sont pas sur la liste d'exclusion ministérielle, on l'affiche sur le registre et il y a une période de 30 jours minimum pour les commentaires du public. Donc, ils peuvent fournir leurs inquiétudes ou leurs rétroactions sur le projet là. Il y a certaines situations dans lesquelles, ou peut-être plus qu'on en est conscient, que le conseil de bande peut-être veut afficher le projet sur le site du communauté, le site web du communauté. C'est une autre façon d'aller chercher des commentaires. Et aussi sur le registre, il y a d'informations pour communiquer directement euh, notre bureau régional de l'environnement ou communiquer avec le bureau directement de cette façon-là, à part juste le registre, à travers le registre. Merci.
Je me demande jusqu'à quel point les gens sont au courant du registre et des affiches qui sont affichées. Est-ce que vous avez souvent des membres de communauté qui fournissent des commentaires sur les affiches, les avis? Je, je dois dire que c'est quand même bas, c'est pas très commun, c'est pas beaucoup de commentaires du public sur les projets que nous affichons. Il y a eu des cas où, des cas extrêmes, où on aurait 500 commentaires sur un projet. C'est souvent sur les plus gros projets euh, qui ont des effets, où il y a plus d'inquiétude sur les effets néfastes environnementaux, mais souvent, la plupart du temps, il y a très peu de commentaires sur nos projets. Et particulièrement, généralement, les projets que nous appuyons, c'est pour le bien de la collectivité et des communautés, des centres de santé, des hôpitaux ou des bureaux pour la bande, des centres artistiques, des écoles, des centres sportifs. Donc, habituellement, c'est perçu de façon positive, mais on ne va pas ignorer qu'il pourrait quand même avoir des effets environnementaux néfastes, peut-être que pour les espèces à risque ou des effets sur le territoire. Nous prenons toujours cela en compte quand nous faisons nos examens pour les projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de commentaires? Si vous voulez lever vos mains ou indiquer dans le clavardage. Je vais juste noter un commentaire dans le chat. Est-ce qu'il serait possible de recevoir le lien au registre? Donc, j'ai inclus le lien au registre dans le clavardage. Je pense qu'à un moment donné, les gens de l'agence offraient une formation sur comment utiliser le registre de l'évaluation d'impact quand il était nouveau sous la nouvelle loi. Kevin, est-ce que vous savez si c'est toujours le cas où les gens pour suivre une formation et à qui ils pourraient parler pour faire un survol de comment utiliser le registre s'ils sont intéressés? Merci pour la question. Non, je ne sais pas. Je prends pour acquis qu'il y a quelque chose qui est à faire sur le registre, mais je devrais vérifier. Mais si vous allez sur le site de l'agence, le lien que Andrea a affiché dans le chat, vous allez trouver de l'information pour rejoindre l'équipe du registre pour voir s'il y a des formations ou de l'information. Ils ont peut-être de l'information à offrir, des vidéos euh, et- pour expliquer comment. Il y a aussi la possibilité de recevoir des avis par courriel. Vous pouvez vous inscrire à ceux-ci, mais vous pouvez aussi communiquer directement avec l'équipe du registre et ça me ferait plaisir de vous aider avec ça autant que possible. Je pense un peu à ça. Pendant que vous cherchez l'information, j'ai juste noté aux gens qu'il y a une façon à travers le registre pour vous inscrire, pour recevoir les avis sur certains types de projets. Donc, vous pourriez vous inscrire pour recevoir les avis pour les examens des effets environnementaux de SAC. Donc, moi, je reçois des courriels toutes les semaines pour indiquer quand il y a des documents qui sont mis à jour sur le registre, pour recevoir donc, je peux recevoir les avis pour quand il y a des changements. Kevin, si vous avez de l'information pour une personne ressource, pour l'inclure dans le chat, ça serait super. Donc, voici l'information pour rejoindre l'équipe du registre. Merci beaucoup, Kevin. Et je l'ai peut-être, je ne sais pas si je l'ai envoyé à vous directement. Donc, soyez à l'aise de le partager avec tout le monde. Donc, il y avait une autre question dans le clavardage. Donc, si les projets sont exclus, donc ne pas afficher sur le registre, de quelle façon les Premières Nations peuvent offrir ou des membres du public peuvent commenter sur ces projets? Oh, désolé, allez-y. Je me demandais peut-être que si on peut peut-être qu'on va en parler de l'arrêté ministériel et pourquoi il y a des éléments exclus.
peut-être qu'on peut passer à travers ça pour avoir un peu plus de contexte avant, mais je vais arrêter de parler puis je vais permettre à Sac d'en parler. Donc, peut-être que Yasmine, s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à cette partie, sinon, on peut passer à l'arrêté ministériel, l'arrêté d'exclusion ministérielle et Kevin peut peut-être parler de cette question-là. J'allais juste dire rapidement, parce que c'est exclu, nous ne sommes pas obligés de l'afficher sur le registre. Donc, nous ne sommes pas obligés, mais ça ne veut pas dire on ne voudrait pas entendre les rétroactions de la communauté. Et nos spécialistes environnementaux sont impliqués auprès des communautés pour plus que de revoir les projets, mais aussi pour évaluer des sites contaminés, les initiatives de déchets. Ils sont au courant des plans communautaires ou tout ce qui pourrait poser des inquiétudes pour la communauté. Donc, il y a un engagement constant au niveau communautaire. Merci, c'est parfait, Yasmine. Donc, Kevin, je retourne vers vous pour l'arrêté d'exclusion ministérielle. On pourrait passer à cette section-là. Donc, merci beaucoup. Donc, on a passé beaucoup de temps sur le contexte, domaines, les territoires domaniales, c'est quoi les genres de projets. Donc, maintenant, il y a un autre morceau du casse-tête quand une détermination est obligée et nécessaire. Donc, c'est un règlement, c'est une arrêté qui peut être créé par le ministre de l'Environnement. Donc, on appelle ça l'arrêté d'exclusion ministérielle. Et donc, il y a des amendements qui sont proposés. Donc, c'est la raison principale que nous sommes là aujourd'hui pour parler de ces amendements et l'opportunité de fournir des commentaires ou une rétroaction sur les amendements proposés. Donc, à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, cet arrêté s'appelle donc l'arrêté désignant des catégories de projets. Et nous l'appelons des fois l'arrêté d'exclusion ministérielle parce que c'est le ministre qui a le pouvoir de créer cet arrêté. Et cela exclut des classes de projets, des catégories de projets, de la nécessité de prendre une décision concernant les effets sur l'environnement s'il n'entraîne que des effets négatifs négligeables sur l'environnement. Donc, c'est l'autorité que le ministre a. C'est indiqué dans la loi. Il faut que ce soit des effets négatifs négligeables. Cela existe déjà. L'arrêté a été entré en vigueur en 2019, mais juste pour faire un sommaire. Donc, dans le monde des territoires fédéraux, le gouvernement fédéral est par défaut doit évaluer les effets environnementaux sur les terres, euh, sauf s'ils sont exclus par cet arrêté. Donc, il faut que ce soit un projet qui est sur une liste qui est indiquée sur cet arrêté. Pourquoi est-ce qu'on voudrait exclure un projet? Si c'est pas pour évaluer les effets néfastes environnementaux. Donc, pour la nature, pour dire que si ça fait partie, sinon par défaut. Donc, même pour on doit inclure les plus petits projets, changer une ampoule ou repeindre un édifice. Ça pourrait être des changements très minimes. Donc, pour empêcher de gaspiller un effort ou des ressources sur des projets qui auront sûrement très peu d'impact environnemental. Ce seront des projets qui ont un effet négatif très négligeable et même, on dit même insignifiant. Donc, c'est un peu ça que ça fait. Donc, l'arrêté ministériel a la structure. Et c'est important, une certaine structure, et c'est important de partager cette structure pour comprendre comment ça marche une arrêté. Ça commence avec des conditions générales limitatives, ce qu'on appelle. Donc, peu importe la sorte du projet, ça assure une protection générale de l'environnement, notamment de l'eau, des oiseaux migrateurs, des espèces en péril, des
des endroits d'intérêt archéologique et des artefacts et plein d'autres choses aussi. Donc, même s'ils figurent dans l'arrêté, les projets ne sont pas admissibles à l'exclusion s'ils ne remplissent pas ces conditions initiales. Donc, à la base, c'est un obstacle qu'il faudrait passer à travers avant, avant qu'une autorité pourrait considérer si son projet pourrait être exclu de l'évaluation. Donc, je crois que c'est important. C'est que où sont situées les choses, c'est très important. Si on propose de bâtir quelque chose au milieu d'un stationnement, hein, ça serait très différent de le bâtir au milieu des terres sauvages. Donc, donc, l'ordre principal, c'est pour tous les territoires fédéraux, à part ceux qui sont gérés par Canada, euh, ou incluant les. Et le deuxième ordre, c'est les territoires de Parc Canada. Et la raison pourquoi ils sont séparés, c'est qu'ils sont plus, c'est des territoires plus délicats. Et donc, c'est important que ce soit considéré à part. Donc, l'arrêt actuel dresse la liste d'environ 50 catégories de projets, dont les bâtiments, les systèmes d'éclairage, les clôtures et les lignes de télécommunication. Ce sont toutes des choses qui sont, on va en mentionner, on en parler plus. Ce sont toutes des choses qui sont considérées comme assez routinières, des projets routinières avec toute une approche assez standard et des moyens d'empêcher des effets négatifs sur l'environnement. Si on passe à la prochaine diapo, juste pour un peu plus de contexte. Donc, voici la diapo. Donc, c'est juste parce que, à cause du fait que ça peut confondre un peu quand on parle d'arrêté d'exclusion exclusion ministérielle. Parfois, on pense à la liste des projets pour les projets désignés sous la loi, sous la LEI. Donc, le diagramme essaie de démontrer à droite, on a la liste des projets, de projets désignés, et ce sont qui ont le potentiel, le plus grand potentiel l'effet néfaste dans le domaine compétent, dans le domaine de compétences fédérales. Et à gauche, on essaie de démontrer que les effets néfastes sont de plus en plus moindres au bout, donc c'est les effets négligeables, c'est les plus petits effets. Donc, c'est un peu ça, c'est dans ce monde-là que l'arrêté ministériel fonctionne. Donc, au milieu, vous avez comme tous les processus, les examens de projets réalisés sur le territoire domanial et à l'étranger. C'est des milliers de projets par année. Donc, c'est vraiment plus à gauche, tout à gauche les projets qui ont des effets négligeables quand on parle d'arrêté d'exclusion ministérielle. Donc, voici un peu une introduction de l'arrêté d'exclusion ministérielle. Donc, la prochaine diapositive, on va passer la parole à SAC pour parler un peu d'exemples de projets actuellement exemptés sur de l'exigence d'examen. Donc, avec le plus grand, on va pouvoir considérer plus de projets. Donc, il y a plus de projets qui peuvent être approuvés pour avoir une exemption, mais il faut assurer que les promoteurs remplissent les sections 1 et 2 du formulaire. Il faut les soumettre, même si on sait que ça doit être une exception. On va pouvoir les appuyer pour considérer les mesures de pour mitiger les effets ou pour fournir d'autres informations. Donc, c'est pour ça que nous demandons que les sections 1 et 2 soient remplies. Quelques exemples de projets que nous voyons souvent, ce seront des rénovations d'immeubles qui n'augmentent pas l'empreinte de l'édifice, les projets de logement individuel, les lignes de services publics le long des routes, petites tours de téléphone cellulaire, câbles hydroélectriques, amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement en eau des eaux usées, ou des petits projets solaires comme des stations de recharge, des modernisations de bâtiments, etc. Donc, ce sont le genre de projets que nous voyons
qui peuvent être exemptés de l'exigence d'examen. Donc, s'ils répondent aux conditions que Kevin a mentionnées. Est-ce que vous avez des questions au sujet de cette diapositive? Ne soyez pas gênés. Si vous voulez poser des questions au sujet des exemptions aux exigences, vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le clavardage. Yasmina, je me demandais si SAC a considéré comment le processus d'examen environnemental est ce qui est exempté en ce moment et ce que nous proposons d'être exempté interagissent avec la protection des zones d'eau de source. Donc, on parle de la loi C-61 sur l'eau potable des Premières Nations. Est-ce qu'il y a des considérations qui ont été, que vous avez considéré comment ces changements pourraient protéger l'eau de source? À ma connaissance, je n'ai pas entendu parler du processus. Nous sommes conscients de cette loi, bien sûr, ce projet de loi, mais on s'assurerait que ça serait pas en conflit, que notre processus soit en conflit avec cette loi. Même avec les nouvelles exemptions, une des conditions limitantes, c'est qu'il faudrait pas que ça ait un effet sur l'eau de source et l'eau potable. Oui, oui. Donc, pour l'instant, l'arrêté une exclusion générale. C'est tout ce qui pourrait affecter la caractéristique de l'eau. C'est assez large et on pourrait parler un peu des quelques ajustements minimes, mais tout ce qui pourrait affecter directement ou indirectement la caractéristique de l'eau, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau, tout. Donc, ce ne peut pas être exclu. Donc, il faut passer par un processus de détermination. Merci, Kevin. Donc, je voudrais juste redire. Donc, même si un projet pourrait autrement être exempté parce il répond à la description dans l'arrêté ministériel, mais si ça changerait les caractéristiques de l'eau, d'un corps d'eau, il pourrait donc, il ne pourrait pas être exempté. Donc, il y a une proposition pour changer cette exclusion élargie. Oui, est-ce que c'est bien ça? Oui, vous avez raison. On a une diapo qui est dédiée spécifiquement à la qualité de l'eau. Donc, en ce moment, l'arrêté, c'est que ça ne peut pas être exclu si vous changez une caractéristique d'un cours d'eau. Ça ne peut pas être exclu, même si le type de projet est sur la liste ailleurs, sur une liste ailleurs. Ça n'importe pas. Donc, c'est bien. Peut-être que je vais passer à la prochaine diapo. Donc, voici, donc, c'est ça. Je vous ai expliqué ce qu'est quoi une arrêté d'exclusion ministérielle. Donc là, on va parler des modifications et pourquoi on propose de modifier l'arrêté. Donc, selon notre expérience dans tous les milliers de projets qu'on évalue, il y a certains qui ont des effets euh, néfastes très faibles. Donc, c'est pour ça que nous voulions modifier l'arrêté d'exclusion. C'est pour essayer de rendre le processus plus efficace seulement pour les projets qui sont extrêmement de risques négligeables, extrêmes. Donc, ça s'aligne avec l'approche qui a été utilisée pour l'arrêté d'exclusion ministérielle.
Donc, les changements proposés devaient répondre à des critères stricts pour pouvoir être exclus. Donc, il y a eu une prise, ils ont une évaluation pour indiquer pouvoir assurer que les projets soient simples et des effets non négligeables à l'environnement. Donc, donc, il y a des autorités qui sont équipées pour faire les évaluations, les examens, qui connaissent leur genre de projet. Donc, ils nous ont offert des propositions. C'est pas l'agence qui a fait ça par eux-mêmes. On voulait entendre parler les autorités pour parler des exclusions qu'on pourrait inclure de façon raisonnable. Donc, nous avons fait notre recherche soigneusement. Il fallait que ça soit simple. Il faudrait qu'il y ait une interaction minime avec l'environnement. Il y a certaines choses qui n'ont pas été considérées plus loin que ça. Donc, à travers la recherche des autres projets, on voulait bien comprendre quels étaient les effets environnementaux en jeu. Et comme vous voyez sur l'écran, il y avait cinq critères pour évaluer quels seraient leurs effets environnementaux néfastes. Donc, ce qu'on veut montrer sur cette diapo, c'est que pour que ça soit considéré comme être négligeable, il fallait que les effets tombent dans la plus grande catégorie dans tous les catégories de critères. Donc, vous voyez que dans chaque effet du projet devait avoir euh, une magnitude négligible, une étendue géographique très petite, unique ou rare ou très infréquent, devait être court et devait être très facile en termes de réversibilité. Donc, chaque effet devait répondre à tous ces critères pour que ça soit considéré pour l'exclusion. Donc, à la prochaine diapositive, on va parler un peu des modifications proposées pour vous donner un peu un survol. Donc, en premier lieu, donc, il y a un nouveau titre. On a changé le titre d'arrêter désignant des catégories de projets par arrêter désignant certaines catégories de projets à exclure. Ouais, c'est quand même, c'est un grand titre, mais on espère que ça va pouvoir faire la différence avec le projet, la liste des projets, pour assurer que l'arrêté indique les classes de projets qui sont exclues sous la LEI. Donc, ça, c'est un des changements principaux, mais on a aussi rajouté une annexe pour les réserves nationales de faune pour il y a une annexe pour les terres du Parc Canada. Donc, ce sera la troisième annexe pour les réserves nationales de faune. Actuellement, aucun projet dans les réserves nationales de faune ne peut être exclu. CCC, Environnement Canada, nous a dit qu'il y a quelques modifications qui pourraient permettre d'exclure un petit nombre de projets à faible risque, notamment donc les modifications pourraient inclure la construction de sentiers, l'installation de petits bâtiments sur des terrains aménagés ou la réparation des lignes électriques. Donc, ce genre de choses-là qui pourraient être considérées. Alors maintenant, la prochaine diapo, pour les autres modifications proposées, les conditions générales limitatives. Encore une fois, ce sont les conditions. Avant de regarder le type de projet, on doit regarder ces éléments-là. On propose des modifications à, liées avec les plans d'eau. Donc, toute caractéristique d'un plan d'eau, les conditions limitatives actuelles rendent tout projet inadmissible à l'exclusion ou à l'alignement du tracé d'un cours d'eau ou modifient toute caractéristique d'un milieu humide ne peuvent pas être exclus. Un autre point, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rejet d'une substance nocive, pardon.
ça donne une habilité très limitée au projet de faire quelque chose qui affecte l'eau. On peut pas affecter le niveau d'eau, l'alignement. On peut pas rejeter toute substance nocive. On peut pas changer les caractéristiques d'un milieu humide. Donc, il y a un grand, il y a beaucoup, beaucoup de protection pour les plans d'eau. Un autre point que je veux noter, qui a été ajouté, on a ajouté une condition qui peut pas y être, il peut pas être exclu dans les aires marines protégées. Simplement pour confirmer que tout ce qui est tout ce qui se trouve dans les aires marines protégées ne peut pas être exclu. Est-ce que je peux poser une question avant de poursuivre? Oui. Quel est le mécanisme pour le suivi? Donc, si un demandeur de projet soumet un formulaire de PEE avec la description du projet qui dicte qu'il n'y aura aucune modification au niveau d'eau, à l'alignement d'un tracé d'un cours d'eau ou des caractéristiques d'un milieu humide, et donc que le projet peut être exempté, mais que au cours du projet, de la construction, il finit par y avoir un effet négatif sur l'eau. Quel est le mécanisme pour faire un suivi dans ces situations-là? Merci pour la question. Je ne sais pas si SAC veut en parler, mais en règle générale, c'est pas le demandeur qui décide. C'est l'obligation de l'autorité impliquée, par exemple sur une réserve. Sur une réserve, par exemple, ce serait SAC. Donc, SAC serait responsable de, dans ce cas-ci, par exemple, pardon, c'est une bonne question et je vais simplement clarifier que c'est pour ça que dans les choses qui sont dans l'arrêté ministériel, c'est très important et qui sont vraiment le plus bas potentiel d'effets négatifs sur l'environnement et que toutes nos évaluations seraient faites d'avance à propos de ces modifications-là pour s'assurer que tout ce qui pourrait être sur cette liste-là ne puisse pas euh, avoir un effet négatif sur l'environnement. Ceci étant dit, si durant le projet, il y a des inquiétudes un membre de la communauté devrait communiquer avec l'autorité fédérale, dans ce cas-ci, SAC, par exemple. Je m'inquiète, puis ce projet-là qui a été exclu, si le projet a été exclu, c'est que théoriquement, il devrait pas y avoir de possibilité. Mais ces projets sont très, très petits. Donc, on pourrait y avoir un bâtiment sur une terre déjà transformée. Par exemple, c'est- il pourrait pas y avoir il pourrait pas y avoir de sol contaminé ou une variété d'autres cotes sur l'arrêté. Mais il faudrait vraiment communiquer avec le gestionnaire des terres, dans ce cas-ci, SAC, si jamais il y a des inquiétudes à propos d'un projet. Ce sur quoi on se concentre et notre objectif, en réalité, c'est que l'arrêté actuel appuie ça, c'est que les projets qui sont inclus, tous les éléments qui sont inclus dans l'arrêté sont des projets, des très petits projets, des projets de routine qui ont très peu de risques d'avoir des effets négatifs sur l'environnement. Merci, Kevin. Anna, est-ce que tu voulais en parler? Peut-être que je devrais euh, clarifier une autre question. Si le projet fait partie de l'arrêté ministériel, est-ce qu'il doit quand même est-ce qu'il faut quand même remplir un PEE? Encore une fois, peut-être que vous pourriez répondre à la deuxième partie de la question. Oui, de- de- une autre des raisons pour pourquoi ces quelques premiers articles-là nous aident beaucoup,
ça nous assure qu'on sait un peu ce qui se passe avec le projet, qu'on a vraiment tout vérifié en lien avec l'exclusion, puis un peu de sensibilisation à savoir où cette limite-là se trouve. Est-ce que c'est exclu, est-ce que ça ne l'est pas? Donc, on essaie d'identifier très tôt des mesures de mitigation, de mitigation, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Aussi, en plus si quelqu'un remarque dans la communauté qu'un projet pourrait avoir un problème et nous en parle, c'est un programme qui était financé, le projet, ça pourrait être, c'est aussi une variable qui, que ça peut faire en sorte que le projet, il y a plus de chances que le projet respecte assurément l'arrêté. Après, pour vérifier aussi que les problèmes, les effets négatifs sur l'environnement soient vraiment négligeables. Si les gens l'artistique qui financent ce projet-là auraient aussi son mot à dire dans l'évaluation à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup. Kevin, est-ce que tu veux la prochaine diapo? On va essayer de passer rapidement pour les prochaines diapos pour animer quelques autres questions par la suite. Il nous reste 4 diapos. On a presque fini. Cette prochaine, il parle d'autres motivations. Pour vous informer aussi, dans les prochaines diapos, on va vous donner des exemples plus concrets, puis Sac parlera ensuite de la signification là, pour les projets qui sont sur les réserves, pour avoir un peu plus de contexte, juste pour vous parler de un petit survol des choses qui sont proposées. D'autres catégories ont été ajoutées. Alors, la première, on l'appelle la catégorie fourre-tout pour les structures de moins de 25 mètres carrés. C'est environ la taille d'un garage, d'un petit garage de domicile. C'est pour tous les plus petits projets qui pourraient être exclus. Donc, ça pourrait servir pour à des pots de plantes, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être inclus là-dedans. Installer des pots de plantes ou des bancs, par exemple, sur les réserves. Tous ces, tant que c'est pas sur une terre humide, ces projets-là pourraient être exclus. On a aussi une catégorie fourre-tout pour les choses qui sont dans l'eau. Donc, pour les structures dans l'eau, doivent être au plus gros 10 mètres carrés. Et il y a une série de conditions aussi qui doivent être respectées dans ces cas-là. Quelques autres choses, des aides à la navigation pour le transport aérien et maritime, donc des petits, des, des systèmes de stockage souterrain pétroliers jusqu'à 5 000 litres. On a aussi ajouté les lignes de transport d'électricité à basse tension qui sont il y a déjà des exemptions pour les tours de télécommunication. Donc, on a ajouté les lignes de transport électrique à basse tension puisque les effets sur l'environnement sont équivalents. Il y a aussi des modifications pour les catégories existantes, les exemptions existantes. Un de ceux-là, c'est pour les bâtiments. Pour les bâtiments bien connus comme les maisons, les hôpitaux, les centres de récréation sur les terres développées. C'est souvent le type de projet qu'on mène sur les réserves. On a augmenté le seuil pour l'exclusion de 1000 mètres carrés à 1500 mètres carrés, étant donné la compréhension qu'on a des effets négatifs potentiels de ces projets de ce type-là sur les terres développées. Ça ne veut pas dire qu'un complexe complet pourrait être exclu, mais c'est vraiment uniquement pour les bâtiments individuels qui pourraient être exclus. Il y a aussi quelques modifications sur les expansions en général. L'arrêté actuel il peut avoir
conséquences malencontreuses d'encourager des nouvelles, des nouveaux bâtiments plutôt que les expansions des bâtiments existants. Donc, on augmente le seuil euh, à 1000 mètres carrés pour les expansions, qui est actuellement le seuil pour les nouveaux bâtiments, pour encourager l'expansion des bâtiments actuels plutôt que faire des nouveaux bâtiments complètement, là. Il y a aussi une augmentation au seuil pour modifier les infrastructures et de services publics, comme les égouts, en l'enlèvement ou le remplacement. On propose ça pour l'exemption aussi. Pour essayer de vous aider à, à vous imaginer un peu ça, il y a des exemples de projets qui sont présentement sur le registre, qui ont déjà été complétés, mais qu'à l'avenir, si on procédait avec ce type de projet-là, pourrait être exclu. Bien sûr, ça dépend de l'emplacement et des caractéristiques des sites, mais par exemple, la première ici, c'est un remplacement de toit pour un bureau, un remplacement de toiture pour un bureau. Ce type de projet-là pourrait facilement être exclu avec suite aux modifications. On a un projet de revitalisation des espaces culturels. Oh, pardon, Kevin. Avant de juste intervenir ici, vous changez de diapo? Oh, pardon, j'avais oublié de changer de diapo. Oui, je vais intervenir ici. Je vois qu'il y a un commentaire à propos des petits réservoirs de nucléaire. Il n'y a rien de nucléaire qui est exclu avec les nouvelles modifications, là. Pas besoin il n'y a pas besoin de penser à l'exclusion des déchets nucléaires. Donc, oui, où en étais-je? Oui, les espaces culturels. Dans ce cas-ci, on a une exclusion sur la modification d'un bâtiment. Donc ça pourrait être exclu désormais. On a Muscat-Peeling, le, le dock du Powell. Donc si on pense, si on regarde la superficie de ce qui était proposé là, je pense que c'est un bâtiment euh, circulaire de 150 pieds. Techniquement, c'est juste un peu au-dessus du seuil pour ceux qui connaissent ce projet-là. C'est quelque chose de moins de 150 pieds carrés pourrait être exclu. Donc, ce type de projet-là, tant qu'il est en bas du seuil, pourrait être exclu. Par exemple, ici, ensuite, on a l'installation d'une poubelle de mer. Euh, c'est une poubelle qui épure la surface de l'eau en pompant de l'eau à l'extérieur. Donc, étant donné que ça intervient pas du sol au sol marin, ce type de projet-là pourrait être exclu dans la classe là, de catégorie fourre-tout. C'est un projet plus petit que 10 mètres carrés sur l'eau. J'espère que ça vous donne un peu de contexte sur le genre de projet dont on parle ici. Et je passe ensuite la parole maintenant à Sac pour la prochaine diapo à propos de ça aussi. Et je pense que Yasmine a eu des problèmes techniques un petit peu, donc on va faire une petite pause. Oh, elle est de retour. Pardon pour l'interruption. Voilà. À propos en parlant des anciens projets, que maintenant, qui serait maintenant admis à l'exemption. Ce type de projet-là, ce genre de projet que SAC voit le plus souvent, et avec le seuil plus généreux, euh, il y a beaucoup de projets qui pourraient être exclus désormais, ça accélérerait le processus. Notamment, ce qu'on remarque en tant que ministère, c'est que l'agrandissement de bâtiments euh,
sur les terrains aménagés et 100 mètres carrés sur les terrains non aménagés, les bâtiments à vocation particulière à 1500 mètres carrés sur les terrains aménagés et 500 mètres carrés sur les terrains non aménagés, ce qui comprend les logements résidentiels, les hôpitaux, centres de santé, les écoles, les centres de première intervention, les casernes de pompiers, les centres sportifs, culturels ou religieux et aussi à l'augmentation de la superficie des conduites d'eau pour la modification, qui est aussi à l'enlèvement ou remplacement euh, dans dans cette superficie-là. Ça ferait une grande différence à la façon dont on gère les projets. De même que l'augmentation de la superficie des lignes aériennes de télécommunications et la nouvelle classe de transport d'électricité au plus de 130 kilovolts, ce qui augmente la construction, la prolongation jusqu'à 100 mètres de longueur et la modification, désaffectation, l'enlèvement ou le remplacement d'une longueur de plus de 1000 mètres. Ce sont les modifications qu'on a marquées qui auraient un plus grand impact euh, sur le type de projet qui n'aurait pas besoin de passer à travers tout le processus d'examen et qui pourrait être mis en branle plus rapidement et que le processus pourrait être expédié, là, absolument. Est-ce qu'on a des questions sur cette diapo-là? Oh, pardon. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'un demandeur pourrait faire euh, plusieurs petits réservoirs être exemptés ou est-ce que ce serait est-ce qu'il y aurait un problème? Merci pour ça. La façon dont l'arrêté ministériel est construit, c'est pour un projet unique. Donc, ce qui est décrit dans l'arrêté doit comprendre le projet complet. Donc, par exemple, si dans ce cas-ci, s'il y a plusieurs petits rangements, ce projet ne pourrait pas être exclu. Si la limite est jusqu'à 5000 litres de pétrole, je suis pas certain que le plus petit, le, le- le plus petit réservoir serait quand même sous le seuil, mais les citernes sont habituellement plus grosses. Donc, même en faire une seule serait probablement pas exclu. Il faudrait, l'autorité devrait mener une détermination d'effet négatif sur l'environnement parce qu'il n'y aura certainement pas d'exclusion dans un cas comme ça. Et un point à soulever ici, c'est j'ai réitéré que dans l'arrêté, ce qui est écrit dans l'arrêté doit décrire le projet dans son ensemble. Donc, vous pourriez exclure un bâtiment ou une maison, mais si vous avez un complexe qui a peut-être des rues, des stationnements, des trottoirs, ça pourra pas être exclu parce que l'ampleur du projet est trop grande. Merci. Super. Donc, je garde un œil sur le temps. Donc, peut-être qu'on devrait passer à la prochaine diapositive qui parle de comment participer. Le texte de l'arrêté d'exclusion ministérielle modifié a été publié sur le site web de la partie 1 de la Gazette du Canada aux fins de commentaires et vous pourrez, ça a été publié le 27 juillet pour une période de commentaires de 75 jours et les commentaires il sera possible de publier des commentaires jusqu'au 10 octobre. Et on vous invite absolument à poser vos questions, à écrire vos commentaires si vous avez si vous pensez que, euh, si vous voulez changer, commenter certaines modifications, si vous avez des inquiétudes. Il y a aussi plus d'informations sur ce site-là euh, qui explique en langage, avec un langage plus simple, la façon dont tout va fonctionner. Donc, le site web de la Gazette du Canada a une fonction commentaire d'inclus et vous pourrez
inscrire vos commentaires soit anonymement ou en affichant vos noms, et il sera impossible de consulter les commentaires tant que la période ne sera pas terminée. Je vais ajouter que les commentaires doivent être soumis avec ce système en ligne-là, puisque tout est lié avec une entente de libre-échange avec les autres pays. Ça exige que tous les commentaires dans ce type de projet-là doivent être mis publics. Donc, même si on reçoit des commentaires directement par courriel, on va devoir faire un petit suivi avec eux pour leur demander de les publier sur le site web directement parce que sinon, ça crée des défis, euh, à savoir la nature plus officielle des commentaires là. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme de commentaires, écrivez-nous. On vous aidera à le faire. Et une fois que la période de commentaires sera terminée, on va tous étudier les commentaires reçus, puis on va publier les modifications finales dans la partie 2 de la Gazette en 2025. C'est la fin de la présentation. Sur la prochaine diapo, vous allez voir plus d'informations dans l'annexe sur la façon dont les éléments déclencheurs qui font en sorte que SAC est impliqué. Merci beaucoup, Kevin. Est-ce que quelqu'un a des questions pour clarifier certains éléments de la présentation? Et aussi, Kevin, est-ce que vous pourriez mettre votre courriel dans le chat parce que je vois que c'est pas affiché sur la diapo qu'on a devant nous, ou une façon de communiquer avec vous directement de tous les gens de l'agence qui pourraient parler de l'arrêté. J'ai tout le monde présent ici avec nous de consulter le lien que j'ai mis dans le chat vers la Gazette où le projet a été publié. Et on demande de tout le monde d'être flexible aussi pour les commentaires. Et on espère que l'agence, si les gens qui sont pas confortables avec la plateforme, et travailler avec nos représentants qui pourront vous aider dans l'utilisation du formulaire en ligne. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, on demandera à tout le monde de faire un suivi avec l'agence et on vous remercie tous de votre participation, de vos contributions. C'est très utile, c'est de l'information très utile pour tout le monde. Je vois une question, un commentaire. Si une personne des Premières Nations préfère envoyer un commentaire en ligne plutôt que en ligne, à quelle adresse courriel devrait-on envoyer ça? Je crois que c'est Kevin. Est-ce qu'il y a on peut absolument, on peut vous envoyer ça. C'est un mot courriel régulatoire et je veux souligner, euh, on va travailler avec tout le monde qui veut envoyer des commentaires en ligne. On, on est obligé, c'est une exception. Dans d'autres cas, on vous le dirait de nous envoyer ça par courriel. Dans ce cas-ci, on est obligé d'avoir tous les commentaires euh, en ligne publiquement, spécifiquement avec la Gazette, la plateforme de la Gazette. Si vous nous envoyez des commentaires, on nous a dit de leur dire de les publier sur la partie 1 de la Gazette. Il y a un mécanisme. Les gens doivent signer une entente de vie privée. Donc, il y a une façon dont on peut vous aider, mais ce serait plus simple si vous pouviez le faire directement sur le site de la Gazette. Il y a un endroit pour des commentaires plus généraux, et si les gens veulent mettre les commentaires tous à cet endroit-là, ça pourrait être correct aussi. On va les recevoir, puis on pourra voir quelle partie de la modification ça pourrait s'appliquer.
plutôt que de voir une section spécifique et mettre un commentaire là-dessus. On serait heureux de faire ça aussi. On est aussi heureux de recevoir les commentaires écrits plutôt que ce qui a été reçu en ligne. Ça pourrait être correct aussi. On doit s'assurer que tous ces commentaires-là doivent absolument obtenir être renvoyés sur le site de la Gazette. On va vous aider absolument dans la mesure qu'on peut là-dedans. Oui, toutes les coordonnées que vous pouvez mettre dans le chat pour nous aider, ça serait super. Il y a une autre question. Est-ce que cette obligation-là est pour tous les... tout- Mais c'était répondu. Non, les autres papiers, les autres documents de discussion, euh, la liste de projets, la, co- l'approche copolitique. Ces commentaires-là peuvent être envoyés par écrit suivant aux représentants qui étaient là pour ces discussions-là et en ligne sur le forum. Sarah a mis d'autres informations dans le chat. Donc, merci beaucoup, Sarah. Merci tout le monde. Je crois que je vais passer la parole à Lenny Eldon pour la fermeture et pour toute autre réflexion. Je remercie l'agence et SAC. Merci tout le monde. Merci. Merci Andrea. Merci tout le monde pour vos présentations. Juste dire que beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes informations et il faudrait que ce soit diffusé partout. Je vais maintenant dire ma prière dans mon langue. C'est une prière de richesse. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et des- pardonnez à ceux, toutes nos offenses et pardonnez aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous êtes le plus puissant et le plus saint. Amen. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Merci Aîné. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.